tu es, je ne sais pas comment, ton cerveau, il est formaté un petit peu, excuse-moi du terme, hein, mais pour être à contre-courant, c'est-à-dire tout ce qui va, tu rebondis sur tout en fait, tu vois. Bonjour, bonsoir, ça dépend. On se retrouve pour la partie 2 de la vidéo, donc si vous n'avez pas vu la partie 1, c'est mieux d'aller d'abord la regarder pour pouvoir suivre et comprendre, sinon vous n'allez rien capter. Pour cette histoire, je vais essayer de vous présenter les protagonistes assez facilement, assez rapidement, que tout soit clair, que tout soit assez concis pour que vous puissiez suivre, mais surtout comprendre. Je vais vous parler d'une histoire qui est très précise et je vais parler uniquement des personnes impliquées. Je ne vais pas m'étaler sur qui était là, qui n'était pas là, c'est pas intéressant pour la suite. Je vous remercie quand même si vous avez été présent pour moi et que vous avez assisté de près ou de loin à tout ce qui est arrivé. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas cité aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas principalement concerné. Et tant mieux pour vous. On va refaire le point sur qui était présent ou non dans ma vie à ce moment-là. Donc au moment où mon père était à l'hôpital, avant et après sa mort. Je vais commencer par ma mère. Comme ça va être très simple. Ma mère, j'ai pas de ses nouvelles depuis des années. Elle ne s'est pas manifestée et moi non plus. J'ai pas cherché après elle, elle a pas cherché après moi. Elle ne fait pas partie de cette histoire. Pour ma sœur, j'ai omis de vous préciser qu'elle était présente pour le premier cancer. Du mois de février au mois d'août, elle était là, elle appelait mon père, elle est venue 3 fois à l'hôpital. Donc elle était relativement présente. C'est une fois que le deuxième cancer s'est présenté et que je lui ai dit, elle me demandait pourquoi mon père ne lui répondait plus au téléphone. Mais en fait, mon père espérait la voir. Mon père, il avait plus de corde vocale, il pouvait pas parler quand elle l'appelait en FaceTime. Il voulait la voir, elle et ses petits-enfants. Et il s'y est attendu, il attendait ça en fait une fois qu'il était sorti de l'hôpital. Et c'est pas arrivé, donc il lui en a beaucoup voulu. Et en fait, je pense qu'il a juste perdu espoir. Vous savez, l'espoir, nous, ça nous fait pas vivre, hein, ça nous tue. Hein, parce que quand tu attends quelque chose de quelqu'un et que tu ne le reçois pas, ça te tue. C'est exactement pour ça que j'ai arrêté d'espérer quoi que ce soit venant de ma mère. Pour en revenir à ma sœur, une fois que le deuxième cancer s'est présenté, on n'a plus eu de nouvelles d'elle, inconnue au bataillon. Vraiment, rien du tout. Pourtant, je vais vous montrer le message que je lui ai envoyé au moment où je l'ai su pour la prévenir. Donc suite à ce message qui est, ma foi, assez clair, ce qui m'intéressait, c'était juste qu'elle aille voir son père. Peut-être qu'elle était gênée par ma présence ou la présence de quelqu'un d'autre, donc je voulais qu'elle ait toutes les informations pour pouvoir se déplacer, puisque l'important n'était pas moi ou les autres, l'important c'était mon père. Pas de réponse, ni de moi, ni des autres personnes qui ont essayé de la contacter, aucune réponse, donc écoutez, elle aussi, on a fini avec son sujet. Ma mère et ma sœur, au pire, elles étaient déjà pas présentes dans ma vie, donc je m'attendais à rien. Mais je suis quand même déçue, mais au pire, voilà, on passe à autre chose, j'ai l'habitude. Si vous voulez, ma vie, elle s'est passée en 2 étapes. La première partie de ma vie, j'étais très proche de la famille de ma mère, mais je ne connaissais pas la famille de mon père. Quand il y a eu la fracture avec ma mère, j'ai plus eu de nouvelles de la famille de ma mère. Par contre, j'ai commencé à en avoir de la famille de mon père. Donc on a switché en fait. C'est bien plus tard que j'ai appris leur existence, que j'ai su que j'avais des cousines de mon âge, des oncles, des tantes, etc. Mais ils ne m'ont pas connue étant petite, donc ça a été assez difficile de nouer un lien. Et dans la famille de mon père, ça a été assez difficile de m'intégrer puisque j'étais grande et que je connaissais personne. Je connais pas plus que ça, je te dis la vérité, t'es ma nièce, on n'a pas vécu ensemble. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Je connais pas ton caractère, mais je suis en train de le découvrir petit à petit. Mais pour moi, je trouve que tu te focalises sur des choses qui n'ont ni queue ni tête, tu vois. Mais peut-être que pour toi, ça, c'est énorme. C'est énorme, mais pourtant, il s'est rien passé de tout ça, tu vois. Il n'y a rien eu de... Mais en fait, de ce qui s'est malsain, passé, de c'est que mauvais. j'ai été accusée à maintes et maintes reprises de maintes et maintes choses et que du coup, j'ai reçu aucun soutien et j'ai été jetée comme si mon père, il avait pas d'enfant. Donc, je vais vous présenter ceux qui nous intéressent dans cette histoire aujourd'hui. Tous les noms ont été modifiés, bien évidemment, c'est des noms d'emprunt, je me protège au maximum. Mon but ici, c'est pas de régler des comptes, hein. J'ai bien conscience que je suis toute seule à parler devant ma caméra. Mon but, c'est de relater les faits de la manière la plus transparente possible. Donc, pour vous présenter les frères et sœurs de mon père. Il y a 4 sœurs et il y a 3 frères. On va commencer par une des sœurs, qu'on appellera la peste. La peste, pour vous faire un topo, on n'est pas en conflit, on s'entend pas non plus hyper bien. Elle a été atteinte d'une maladie il y a quelques années et malheureusement, j'ai l'impression que c'est ce qui lui a fait perdre toute conscience. C'est-à-dire qu'elle ne réfléchit plus avant de parler. Et ça, c'est dommage. Donc on n'était pas forcément en conflit. Je lui en voulais juste pour certaines phrases très blessantes qu'elle m'avait dites et qui me faisaient du mal. Donc j'ai tout simplement pris mes distances avec elle, sans plus. Mon père, pareil. Il n'était pas hyper proche d'elle. Avant ça, elle faisait pas réellement partie de notre vie, plutôt de loin. Voilà. C'est la sœur de mon père et rien de plus.
Ensuite, on a Madame Lambert. Mon père était très proche de Madame Lambert. C'était la seule chez qui il allait, la seule chez qui il buvait son petit café. Il passait du temps avec elle. Ils étaient quand même assez proches, bien que de temps en temps des conflits arrivaient comme dans toutes les fratries. Il était assez proche de Madame Lambert et Madame Lambert a été hyper présente pour moi pendant l'hospitalisation, pendant l'enterrement. Elle m'a accueillie chez elle, j'ai dormi dans sa maison, elle m'a pris au sein de son foyer et elle a veillé sur moi comme il se doit. Ensuite, on a 2 autres sœurs. Il y en a une qui a totalement pris ses distances depuis toutes ces années avec cette famille complètement dysfonctionnelle. Et il y en a une autre qui n'est pas important pour le récit que je cite puisque elle n'a pas forcément fait quelque chose de mal. Elle a plutôt suivi le groupe parce que vous allez voir au fur et à mesure de cette histoire qu'en fait, il faut suivre le clan et quand tu ne suis plus le clan, bah, tu es tout simplement viré. Voilà. On va passer aux frères. On va commencer par Dr Jekyll. Dr Jekyll, il a été hyper présent pour moi. On était vraiment au téléphone tous les jours. Il m'a apporté énormément de soutien pendant la période d'hospitalisation. C'était vraiment un pilier pour moi, un support émotionnel, tout ce que vous voulez. Je l'ai appelé Dr Jekyll parce qu'il a une double personnalité. Voilà, tout simplement. Mais je me sentais très proche de lui parce que Dr Jekyll, il s'occupe de sa maman. Donc il sait ce que j'ai vécu. Il sait à quel point c'est difficile. On pouvait que se comprendre, mais bon. Encore une fois, il a préféré suivre le clan. Ensuite, on a Calimero. Calimero, c'est celui que je connais le moins bien, celui qui a toujours été de loin. Il s'appelle Calimero aujourd'hui puisqu'il a besoin de se faire plaindre. Voilà, il lui est arrivé une très grosse injustice et il s'en remet pas. Donc j'ai décidé de l'appeler Calimero parce que franchement, quand vous allez entendre, c'est vraiment une blague. Enfin bref. Et on passe au dernier. Lawar, mon tonton. Alors lui, il m'a dit, moi, tu parles de moi avec mon prénom direct, j'assume tout, il n'y a aucun problème. Donc je vous présente Lawar, mon tonton d'amour. Le frère le plus proche de mon père, là, c'était vraiment son collègue, son coéquipier de conneries. Ils faisaient que des conneries ensemble, de toute façon. Et c'est vraiment, quand je parle avec mon oncle Lawar, j'ai l'impression de parler avec mon père. Enfin, que Dieu te bénisse, tonton. Ce que tu fais, c'est incroyable, carrément. On a aussi mon épaule. C'est la personne qui m'a soutenue pendant les moments les plus difficiles, qui est la fille de Madame Lambert et qui a été là pour moi. Donc, je n'oublie pas et je ne minimise rien. Pour vous donner une idée de la situation, vous avez Dr Jekyll, Calimero et la peste qui sont hyper soudés, qui sont très proches. Vous avez Lawar qui est en retrait, Madame Lambert un petit peu qui est en retrait aussi. Et vous avez mon autre tante que je n'ai pas citée qui, elle est vraiment rien à voir là-dedans. Donc on est déjà dans un contexte d'une famille où il y a des problèmes, où personne ne se parle, où il y a des gros conflits qui durent pas une semaine ou deux, non, qui durent sur des années et des années, notamment un. Et il est important pour moi aujourd'hui de prendre la parole pour rétablir la vérité. Donc petite pause dans l'histoire que je vous raconte pour mettre ça au clair. Donc Lawar, sa femme Karima et la peste ont eu un conflit, pour des histoires qui ne regardent que, pour quelque chose de familial, peu importe. Lawar, cherchant des explications, est monté chez sa mère pour demander qu'est-ce qui se passait. Ce jour-là, un conflit a éclaté, et Lawar a tapé du poing sur la table. Était présent ce jour-là Madame Lambert, mon épaule, et une de ses sœurs. Moi, l'histoire, elle m'a été racontée de telle façon à ce que ma grand-mère m'a dit. Ton oncle, il est arrivé, il m'a attrapé par là, et il m'a jeté contre le mur, il m'a frappé. Moi, j'étais choquée. Complètement choquée. Mon oncle Lawar, à ce moment-là, je le connaissais, je lui parlais, mais sans plus. Et j'ai directement pris le parti de ma grand-mère. Quand vous avez une personne âgée qui vous parle les larmes aux yeux en vous disant que son fils l'a frappé, vous ne pouvez qu'être ému. Vous ne pouvez que prendre son parti. Donc c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Et d'ailleurs, ça a été source de conflit avec mon père parce que je lui disais, tu continues à parler à Lawar, regarde ce qu'il a fait à sa mère, il a même pas honte. Et mon père, il me disait, mais arrête, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je lui disais, si, c'est vrai, papa, toi, t'es toujours là en train de le défendre et tout. Il me dit, non, bref. Franchement, je vais vous le dire clairement, les problèmes de famille, mais ça me passe au-dessus. J'ai trop de choses à faire dans ma vie pour m'intéresser à des trucs comme ça, moi j'ai pas le temps. Du coup, cette histoire, elle est restée en suspens. Mais moi, j'avais mon idée toute faite sur Lawar. Il avait frappé sa mère, c'était vraiment quelqu'un de peu recommandable, on va dire. Et une fois que mon père est décédé, Madame Lambert m'a dit la vérité. Il a jamais frappé sa mère. Donc je viens aujourd'hui pour rétablir la vérité, puisque personne n'a réagi. Les frères et sœurs de Lawar n'ont pas été capables de rétablir la vérité, et ils l'ont laissé vivre des années avec cette honte sur lui. Donc lui, il me raconte que ce soit au Maroc ou en France, quand il sortait dans la rue et qu'on lui disait « t'as pas honte, t'as frappé ta mère », alors que c'était faux. Donc ça, c'est la première injustice que j'avais besoin de rétablir. J'avais besoin de dire la vérité pour mon oncle, et pour que vous compreniez un petit peu le schéma dans lequel on évolue. Là, on est dans une famille où on suit.
Donc si la mère, elle a dit qu'il l'a frappé, vous lui parlez plus. Donc lui, il est rejeté avec sa femme et ses enfants mis de côté depuis des années pour quelque chose qu'il n'a même pas fait. Maintenant, je vais passer à mon histoire. Parce qu'en fait, il faut que vous compreniez que vous n'allez pas pouvoir agir comme ça impunément, indéfiniment. Il y a quelqu'un qui doit vous stopper. Je vais mettre en lumière qui vous êtes réellement. Et ce que vous avez réellement fait, parce qu'il est hors de question que ça continue comme ça. Un jour de novembre, pendant que mon père était hospitalisé, à la période où on ne le perfusait plus, où on ne lui donnait plus de médicaments, etc., j'ai vraiment cru qu'il allait mourir. Donc j'ai donné l'alerte et j'ai appelé tout le monde. Tous ses frères et sœurs étaient là, ils se sont tous déplacés. C'est ce jour-là que la peste m'a informé qu'elle détenait un compte bancaire au Maroc à son nom, avec des fonds appartenant à mon père, approximativement entre 40 000 et 60 000 euros. Ça m'a été confirmé par mon cousin, ainsi que par sa mère. Elle m'a bien évidemment dit qu'elle ferait les démarches pour me rendre cet argent, puisqu'il appartenait à mon père, et je lui ai fait confiance à ce moment-là, j'avais absolument aucune raison de me méfier. Finalement, mon père a été réhydraté, et c'est de là qu'a débuté l'HAD. Pendant l'HAD, vous avez vu les vidéos, ça a été compliqué, l'état de mon père s'est dégradé, et avant qu'il arrache son midline, il n'avait pas dormi les 3 dernières nuits, et moi non plus. Donc j'étais en nuit blanche depuis le mercredi jusqu'au samedi matin. Le samedi matin, il est retourné à l'hôpital. Bien évidemment, il est arrivé avec les pompiers, donc il a été pris en charge aux urgences, et comme vous le savez, les urgences portent très mal leur nom parce que c'est loin d'être si rapide que ça. Donc ça a pris des heures et des heures avant qu'il soit pris en charge. Moi, j'étais épuisée. Mentalement, physiquement, émotionnellement, épuisée. Donc j'ai envoyé un message à Dr Jekyll en lui demandant de venir prendre le relais, et j'ai aussi envoyé un message à Madame Lambert. Dr Jekyll n'a pas pu se déplacer pour aller à l'hôpital, donc il a envoyé la peste. Une fois que la peste est arrivée et a trouvé mon père à l'hôpital, moi j'étais rentrée pour faire une sieste. Elle m'a appelée en me disant que j'avais jeté mon père à l'hôpital et que j'étais rentrée dormir, et que j'aurais pas dû parce que j'aurais tout le temps de dormir une fois qu'il sera mort. Mon père, il est rentré en soins palliatifs le lendemain. Dr Jekyll, de son côté, ne voulait pas inquiéter sa mère, ne lui a pas réellement fait part de l'état avancé de mon père. En parallèle, je cherchais le contrat d'assurance de rapatriement de mon père pour pouvoir organiser au cas où ses obsèques si jamais il décédait. Quand j'ai fouillé dans ces documents, j'ai retrouvé un seul papier, une procuration bancaire de mon père autorisant la peste à avoir accès à son compte. Et c'est un compte marocain. Donc, j'ai demandé à la peste, je lui ai envoyé la procuration et je lui ai dit, écoute, apparemment, tu as les accès pour le compte de mon père, est-ce que tu pourrais m'aider Je voudrais retrouver s'il a un contrat de rapatriement. Elle m'a jamais donné de nouvelles, il n'y a pas eu suite. Elle s'est empressée d'aller dire que je cherchais à tuer mon père pour récupérer ses sous et que je n'étais intéressée que par l'argent. Je vous montre le message que je lui ai envoyé ce jour-là quand j'ai entendu ça, parce qu'en fait, c'en est trop. C'en était trop de tout ce que j'ai entendu sur moi, c'était beaucoup trop pour moi. Elle essaye de tuer son père, elle le jette à l'hôpital. C'est aussi pour ça que j'ai eu besoin de rétablir la vérité et de montrer des images assez choquantes, montrant la détresse que j'ai vécue seule avec mon père, pour que personne ne puisse vous croire, pour qu'on arrête de vous donner du crédit alors que vous mentez. Vous êtes des menteurs. Vous ne vous nourrissez que de ragots, que de potins. Vous n'êtes là que pour ça. Donc quand je lui ai envoyé ce message, il y a eu une réponse hyper bancale, mais sortie de nulle part. Son fils qui a décidé de m'agresser, de prendre la défense de sa mère, de dire que ça allait pas se passer comme ça. Lui, il est au courant de rien, il vient se mêler d'histoires d'adultes. Un gosse à qui j'ai torché le cul, c'est important de le rappeler quand même, qui prend parti pour défendre sa mère, ce que je peux comprendre. Mais d'un autre côté, en fait, non, parce que lui aussi, son père est mort. Il aurait dû aussi me comprendre. Et pendant qu'il était en train de m'agresser par message, devinez ce qui s'est passé. Les soins palliatifs m'ont appelé pour m'annoncer le décès de mon père. Donc pendant que je suis en train de vivre l'épreuve la plus difficile de ma vie, ces gens-là ne m'ont pas lâché. Ces gens-là ont essayé de m'achever encore plus, comme si c'était possible. Donc le lendemain, je me suis occupée de toutes les démarches administratives pour le rapatriement, les funérailles, les obsèques. C'était le jour où j'avais prévu de faire venir tous les prestataires médicaux à l'appartement de mon père afin de récupérer le lit médicalisé, les pompes pour les médicaments, etc. Sauf que j'avais pas prévu qu'il décéderait la veille. Et chez eux, j'allais dire chez nous, mais en fait, je me considère pas comme faisant partie de votre communauté, donc chez eux, il est dans les us et coutumes de faire des sadaqas.
c'est un acte religieux à la base, qui signifie aumône. Donc une aumône, qu'est-ce qui se passe? On va aller donner un repas ou de l'argent aux plus démunis, on va aller aider des gens qui n'ont rien. Eux, ils l'ont transformé, ils l'ont mis à leur sauce, et donc la sadaqa, c'est aller acheter un agneau et nourrir des gens qui mangent très bien chez eux. Donc pour les accueillir, parce qu'ils viennent pour la veiller, etc. Machin. D'accord? Moi, ça fonctionne pas avec moi, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Ça n'a absolument aucun sens religieux, aucune valeur pour moi. Je vais pas nourrir des gens qui mangent très bien chez eux. J'ai pas le temps de faire ça. J'ai autre chose à faire. Pause. Je vous retrouve au montage et je voulais clarifier mon propos. J'ai fait des sadaqas. Nourrir les plus pauvres, faire des dons à des associations, donner de l'argent à des enfants dans la rue, des SDF, aider des gens qui sont réellement dans le besoin. Pour ma part, et ce n'est que mon humble avis, je ne trouve pas qu'il soit nécessaire de nourrir des gens qui viennent présenter leurs condoléances. Quand moi j'ai ouvert ma porte et que mes proches et mes amis sont venus, il n'y en a pas un qui est entré les mains vides. Et ils ne sont pas venus pour manger, ils sont venus pour me soutenir et pour passer un moment avec moi. Ils se sont occupés eux-mêmes de commander à manger afin de me soulager un maximum. Voilà comment je vois les choses. Donc du coup, comme c'était mon père, bien évidemment, c'était à moi de financer les sadaqas que eux voulaient faire. Donc, on a commencé à marceler toute la journée pour aller acheter un agneau et 10 kilos de semoule pour faire du couscous. Voilà. En fait, c'est important que je pose tout ce que j'ai à poser parce que c'est trop, carrément, c'est trop. Des fois, je me demande, est-ce que tout ça est réel ou pas? J'ai fini par le faire, je suis partie acheter l'agneau, je suis partie faire les courses donc avec mon épaule, elle m'a aidée. Je la cite pas souvent, mais elle était là dans tous les moments, dans tout ce qui s'est passé. Les soins palliatifs, être là avec mon père, me soutenir au quotidien. Une fois terminé, j'ai été les livrer chez ma grand-mère. Ils ont préparé à manger, ils ont fait leur sadaqa. Moi, j'étais tellement exténuée que je voulais rentrer chez moi. Et j'avais demandé à mon épaule, ramène-moi une assiette de couscous. Du coup, je vais manger le couscous de mon père. Et elle m'a répondu, bah j'en ai pas, on en a plus, y a rien eu. Donc en fait, je me suis dit, attends, j'ai dépensé 500 balles dans un couscous. J'ai même pas eu une seule assiette parce que personne ne se préoccupe de où je suis, qui je suis, qu'est-ce qui m'arrive. Pourtant, je suis la fille du défunt. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre que ces gens ne me respectaient pas en fait. Que ces gens n'avaient absolument rien à faire de moi, que je ne représentais rien pour eux. Ce qui était important, c'était leur mère et donc qui avait perdu son fils. Moi, ça passait aux oubliettes, c'est vraiment le cadet de leurs soucis. Comme j'ai pas aimé la tournure des événements, j'ai préféré dès le lendemain prendre les devants. J'ai été voir Calimero et je lui ai expliqué. Voilà, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus venir chez ma grand-mère, je vais rester chez moi, je vais ouvrir ma porte parce que j'ai besoin de recevoir des condoléances aussi. J'ai des amis, des proches qui veulent venir me voir. Je ne me sens pas à l'aise de le faire chez ma grand-mère, étant donné qu'il y a des gens que je ne supporte pas, et surtout que, de toute façon, personne n'a cherché après moi réellement. J'ai préféré être honnête et transparente. Vous devriez apprendre, ça vous servirait beaucoup. À partir de ce moment-là, j'ai ouvert ma porte et je prends un moment pour remercier toutes les personnes qui se sont présentées ce jour-là, toutes les personnes qui sont venues, les gens qui ont acheté à manger, à boire, qui sont venus 1 heure, 2, 1 jour, 2 jours, 3 jours, passer du temps avec moi, me changer les idées, vraiment. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Il y a des personnes avec qui je suis encore en contact et d'autres non. Ça n'enlève rien à ce que vous avez fait pour moi et ça n'enlève rien à la reconnaissance que j'ai pour vous. Par la suite, j'ai décidé de faire un repas dans une salle juste après la levée du corps, la mise en bière et la prière pour lui rendre hommage tout simplement. J'avais une chose à préciser sur Calimero. Calimero, c'est quelqu'un de très pieux, de très religieux. D'ailleurs, c'était quelqu'un que j'admirais pour ça. Vraiment un modèle de piété, de foi, celui qui vous fait vous remettre en question à la base. Vous allez avoir des petits audios d'une conversation téléphonique que j'ai eue avec Calimero parce que je lui ai reproché tout ce que je suis en train de vous raconter là et vous allez pouvoir constater ses réponses. Donc quand je lui ai demandé de procéder au lavage mortuaire de mon père, il m'a dit qu'il reviendrait vers moi pour me donner sa réponse, ce qu'il n'a jamais fait, et finalement, c'est Lawar qui l'a fait, malgré toute la difficulté que ça représente, il l'a fait par amour pour son frère. Vous voulez savoir ce que Calimero en pense? Écoutez. Est-ce que quelqu'un veut me reprocher quelque chose? Est-ce que mais non. Mais non. Mais par contre, je te reproche pas de pas l'avoir lavé, je te reproche juste de jamais m'avoir dit non. Il a été obligé, il est pas obligé. Qu'est-ce qu'il oblige à laver son frère? Il n'y a rien qui l'oblige. Il prie même pas. Pourquoi il a été lavé son frère? Il y a des gens parce que toi, qui sont spécialisés là-dedans. Mais je te trouve hyper détaché, je te trouve très froid quand même parce qu'on parle pas d'un inconnu, on parle de mon père. Bien sûr qu'il y a des gens pour ça, mais la moindre des choses, c'est qu'il y a une personne de la famille qui soit présente. En fait, tu comprends pas, c'est pas une obligation, en fait. J'ai jamais dit que c'était une obligation. Ah, c'est juste du bon sens, c'est juste quand on aime quelqu'un, on perd quelqu'un,
On y va, c'était mon père. Je veux pas, moi, que ce soit que des inconnus. J'aurais aimé. Il était content, je pense, que ce soit son frère qui soit là. C'est des choses, c'est normal. Subhanallah, même si son âme, elle a quitté son corps et que c'est plus qu'une enveloppe de chair. On se doit de respecter ça. Pour moi, c'est mon père. Voilà, donc pour Calimero, comme nous ne prions pas, nous ne sommes rien et nous ne valons rien. Elle est belle, la religion. Arrive le lundi, le lavage mortuaire, la mise en bière, la levée du corps. C'était un jour tellement dur, tellement émouvant. Je remercie toutes les personnes présentes parce qu'ils m'ont laissé être toute seule dans la salle avec mon père. J'ai pu prendre 5 minutes pour lui dire tout ce que j'avais à lui dire en tête à tête. Et grâce à ce moment, comme rien n'est fait au hasard et comme Dieu veille sur moi, les pompes funèbres sont arrivées en me disant qu'il était temps de refermer le cercueil. Et donc je leur ai demandé si je pouvais les aider. Donc je les ai aidés à visser les boulons sur le cercueil de mon petit papa. J'ai récupéré la clé de la petite porte qu'il y avait au niveau de son visage pour qu'on puisse continuer à le voir. Donc je l'avais sur moi. Le cercueil a été fermé et on s'est tous dirigés vers la mosquée. Enfin tous, c'est vite dit. Dr Jekyll, la peste, une des sœurs et la maman étaient dans l'avion. Et oui, ils n'étaient pas présents ce jour-là puisqu'ils n'ont trouvé que cet avion pour aller au Maroc et qu'ils devaient y aller en prévision d'accueillir les gens qui allaient venir présenter leurs condoléances, préparer la maison. Enfin, c'est la raison que j'ai eue, c'est l'explication que j'ai eue en tout cas. Préparer la maison, pourquoi, je ne sais pas, mais la préparer en tout cas. Je l'ai très mal vécu, je l'ai très mal pris. J'aurais eu besoin que malgré les difficultés dans cette fratrie, que tout le monde soit soudé et qu'on soit tous ensemble autour de mon père, afin de le respecter, tout simplement. Et parce que c'était un moment très compliqué. Avec moi, il y avait Madame Lambert, mon épaule, et il y avait aussi Lawar. Karima, bien sûr. En fait, il y a eu énormément d'autres personnes, comme Yazid aussi. Mon oncle Yazid, c'était le meilleur ami de mon père. Mon père, il m'a toujours dit, si t'as un problème, tu vas voir Yazid. Ces gens-là étaient présents. Je les cite pas juste parce que Dieu vous préserve, vous avez fait votre rôle. Je suis ici pour dénoncer ceux qui ont fait n'importe quoi. On arrive donc à la mosquée. Après la prière qu'on a faite sur mon papa, Calimero a décidé de se transformer en crimo et nous a offert une bagarre de rue digne de ce nom. On est resté choqués. J'avais des amis à moi qui ne sont pas musulmans, qui ont fait le déplacement pour me soutenir. Ils ont été complètement choqués. Ouais, je confirme, c'était choquant. Vraiment. T'en as des souvenirs, toi? Oui, oui. Elle est traumatisée. J'ai rarement eu honte dans ma vie. Ça m'est arrivé que rarement, mais alors ce jour-là, j'étais complètement dépassée. L'affiche. Mais quand je vous dis l'affiche, c'est carrément... On peut pas s'afficher plus que ça. Il a décidé de se battre avec son neveu, pour des raisons qui les regardent, ça m'intéresse même pas carrément, je veux même pas savoir. Il a très mal pris le fait que je ne prenne pas de nouvelles de lui suite à ça. Tu as regardé, personne m'a parlé, moi, personne m'a appelé pour me dire ouais, désolé, tout machin, rien. Vous avez laissé ça en l'état, vous en avez rien à faire de ce qui s'est passé. Mais encore heureux que j'en ai rien à faire. Mon père, il est mort, vous vous battez, mais c'est le cadet de mes soucis. Franchement, je te dis la vérité. Voilà, c'est ça, c'est comme il m'a dit là, ouais. Voilà, c'est Ah, ça. je te dis la vérité, c'est le cadet de mes soucis. Mon père, il est là, son corps, il se balade. Là. Ouais, c'est bien, c'est bien. Moi, je suis d'accord avec vous, vous avez raison. Moi, j'ai pas dormi pendant longtemps. De nombreux jours. Et encore aujourd'hui, je dors pas à cause de ça. Tu compares une dispute à la perte de mon père? Sachez à la gueule. Je t'ai dit, quand tu dis ton père, c'est aussi mon frère. C'est la même chose. Bah ouais, mais du coup, tu t'arrêtes sur quelque chose qui n'a même pas lieu d'être. J'ai l'impression que tu fais des différences. C'est mon père, c'est mon père. C'est mon frère aussi, c'est la même chose. Ton père, c'est mon frère. Bah oui. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas, oui, c'est mon père. Moi aussi, c'est mon frère. Oui, mais tu souffres moins de sa perte que moi. Je te dis juste, moi, je me suis battu avec personne. C'est eux qui se sont battus avec moi déjà. Une chose, il faut rectifier les choses, il faut mettre les choses dans... Franchement, pour moi, vous vous êtes battus. Je m'arrête là. Mon père, il est là. Je viens de sortir de la salle à Janaza. Voilà, non, justement, bah, moi, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. La réalité, c'est pas comme ça. Voilà, tu déformes les choses, ça. Bah non. Je suis pas d'accord. Moi, ça me vexe. Je vais pas, je suis désolée, mais je vais pas plus loin parce que moi, j'ai autre chose à gérer. Toi, ça te regarde pas, machin. Moi, je trouve ça, c'est très, très grave. Imagine-toi. Mets-toi un instant à ma place. Ah bah, je te demanderais de faire la même chose, parce que si t'étais à ma place et que tu voyais ça, franchement, je t'en ferais le cadet de tes soucis, parce qu'il y a beaucoup plus grave, il y avait encore plein de choses à gérer. Et moi, je te répète que moi, j'enterre mon père, oui, ton frère, que j'ai vu mourir pendant 3 jours, que j'ai vu agoniser. C'était quoi les choses plus graves à gérer? Déjà mon deuil, ma douleur. Le lendemain, je voyage avec mon père. Moi, je me suis occupée de toutes les démarches administratives pour ça. L'après-midi même, j'ai fait une sadaqa pour lui. Infiniment plus de choses, ne serait-ce que ma propre douleur.
avant de m'inquiéter de qui s'est disputé ou pas. De toute façon, dans cette famille, personne se parle. Tout le monde s'embrouille. Alors là, de voir ça ce jour-là en question, je me dis que de toute façon, foutu pour foutu, un peu plus, un peu moins, je ne me suis pas sentie respectée dans ce deuil, ni dans ma douleur, ni dans ma peine, ni dans rien du tout jusqu'à ce moment-là. Que ce soit de sa faute à lui, de sa faute à toi, la faute de qui elle est, je m'en fiche parce que j'ai envie de penser qu'à moi. C'est égoïste, certainement oui, mais là je souffre, j'ai perdu la personne la plus importante dans ma vie. Franchement, que vous vous embrouillez, je m'en fous. Je m'en fous. Ouais. Parce que c'est loin de moi. C'est loin. Moi, j'ai ni mère, j'ai ni sœur, j'ai plus mon père, j'ai plus rien. Donc, il te frappe ou tu le frappes, tu lui craches dessus, il te crache dessus, je n'en ai rien à foutre. Moi, je viens de prier sur mon père, du coup. T'as raison, mais on va tous mourir, hein, tu sais, on va tous y passer. Donc, il est pas venu au repas que j'avais organisé pour mon père. Et mon cousin non plus, d'ailleurs, et ça, c'était dommage parce que mon père aimait beaucoup mon cousin. C'est pour ça que sans savoir l'histoire, je sais déjà vers quel côté je penche. De toute façon, mon père, avant de mourir, il avait une relation avec, comme je vous l'ai dit, Madame Lambert, la Wari, et également avec cette tante qui est de son côté, qui a rompu les liens avec cette famille de fous furieux depuis déjà des années. Le lendemain, j'ai pris l'avion avec mon père, Madame Lambert, mon épaule, Calimero. Lawar, malheureusement, il n'a pas pu venir pour des raisons personnelles. Et c'est mon plus grand regret d'ailleurs, parce que s'il avait été présent à l'enterrement, ça ne se serait jamais passé comme ça. Il était convenu avec les pompes funèbres que le cercueil et donc le corps de mon père dorment à la mosquée avant l'enterrement, puisqu'on arrivait très tard dans la nuit. Une fois arrivé à l'embarquement, Calimero m'explique que finalement non, le corps ira dans la maison familiale pour une veillée, tout le monde l'attend là-bas, une bougie sera allumée et on pourra se recueillir toute la nuit autour de son corps. On était à l'aéroport, tu m'as dit on va le veiller, tout le monde l'attend, la chambre elle est prête, il y aura une bougie, tout le monde va venir se recueillir. Non, je t'ai pas dit ça. Non, Ah moi, je t'ai si, pas tu dit m'as ça. dit ça. Non, Et non, quand je je t'ai t'ai pas dit ça. pourquoi on le laisse pas dormir chez lui, tu m'as dit Sarah, pourquoi tu cherches les problèmes, il va dormir dans la maison de son père, il va rester là-bas, on va le veiller toute la nuit. C'est toi qui me l'as dit, c'est tes propres mots. J'étais pas ultra pour, mais enfin, pourquoi pas finalement. Je vais juste faire une petite pause pour préciser quelque chose. Dr Jekyll et la peste ont empêché leur mère de voir mon père mort. C'est-à-dire qu'ils lui ont annoncé la nouvelle, mais elle ne l'a pas vue. C'est à ce moment-là que Dr Jekyll a dégainé son ordonnance et qu'il a donné des médicaments à sa mère qui la mettait dans un état second. Elle n'était plus elle-même. Donc finalement, comme ma grand-mère ne l'avait pas vue, je m'étais dit que si mon père passait la nuit là-bas, ça pourrait lui faire du bien. On a atterri, j'ai récupéré le cercueil, j'ai ouvert pour vérifier que c'était bien mon père à l'intérieur. J'insiste là-dessus parce que c'est des moments traumatisants, hein. Juste pour que je vous rappelle que c'est moi qui ai fait tout dans cette histoire. On récupère le cercueil et on se met en route. Et il y avait 2 voitures, donc la voiture avec Calimero, mon épaule, etc. Et moi avec mon père et Madame Lambert dans l'ambulance. Pendant le trajet, Madame Lambert essayait d'appeler Dr Jekyll pour prévenir qu'on était en route et qu'on arrivait, et on n'avait aucune réponse. Et quand on est arrivé devant la maison, personne n'ouvrait la porte jusqu'à un moment. Dr Jekyll a ouvert, et la seule chose que j'ai vue, c'est... Non. Ils ont refusé mon père. Ils ont refusé le cercueil. Donc vous allez entendre la version de Calimero. De venir à la maison avec le corps. C'est pas quelque chose d'essentiel ou de primordial. En fait, ça change rien. Qu'il rentre à la maison ou qu'il soit où on l'a mis. Moi, j'ai préféré encore mieux. Quand j'ai vu l'endroit qui nous a ouvert là, à la mosquée, où on l'a déposé, c'était encore mieux. Pour mon père, on l'avait mis à la maison, mais c'était différent. On est arrivé en journée. Écoute-moi, Sarah, écoute-moi. Quand j'ai téléphoné à ma soeur à 4h du matin, je lui ai dit, on arrive, ouvre-moi la porte. Elle m'a dit, ouais, mais c'est un peu compliqué là parce que il y a des gens qui sont venus et qui dorment à la maison. Il y avait mon oncle avec sa femme, avec ses sœurs, etc. Ils ont un peu pris toutes les chambres. Alors elle m'a dit, il y a de la place nulle part, où est-ce qu'on va le mettre? Je lui ai dit, ça va. Elle m'a dit, regarde si tu peux le mettre à la mosquée. Si c'était pas le cas, on l'aurait mis à la maison. Mais je te dis, à partir du moment où on a trouvé une solution avec la mosquée, il n'y a pas de raison de se prendre la tête avec ça. C'est pas un problème, ça. Les histoires, elles sont racontées différemment parce que elle était avec toi en voiture et elle m'a pas du tout raconté cette histoire-là. Elle vient encore se mêler. Ah bah elle vient pas se mêler, elle se retrouve juste devant chez sa grand-mère avec son oncle dans l'ambulance et en fait elle voit que personne ne veut le corps parce qu'il y a une table dans la chambre. Non, on n'a pas été jusque-là, on était directement à la mosquée. Mais attends, mais t'as oublié certaines parties. On est arrivé devant la porte de chez
Ça n'a pas d'importance. Mais si, en fait, regarde, qui n'a pas d'importance pour toi prend tout son sens pour moi. Parce que moi, j'ai vu à maintes et maintes reprises, bon bah là, ils sont pas là parce qu'ils ont pris l'avion. Bon bah là, finalement, c'est parce qu'il y a des gens dans la chambre. Bon bah là, finalement, c'est parce que quelqu'un allait s'en occuper. Mais attends, mais ça n'a aucune valeur pour moi. Tout ça, ça n'a même pas de sens. C'est abusé. C'est-à-dire que même toi, là, tu te contredis. Tu me dis que tu m'as pas dit que oui, on allait le veiller à la maison. Finalement, c'est des gens qui dorment. Mais attends, il faut être cohérent. Bon, moi j'entends ce que tu dis, mais toi tu te prends trop la tête, je trouve. Ah Tu vois, ouais. là, Bah excuse-moi, du coup, comme c'est mon père qui est mort, ouais, me prendre la tête, je pense que c'est la moindre des choses. En tout cas, il y a que moi qui me suis prise la tête. Donc c'est pas mon avis, c'est l'avis de... Je m'en fous, moi. Les gens ils peuvent parler parce que les gens ils parlent beaucoup. La preuve en est, regarde, tu me parles de mais qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Dans la voiture avec toi. Mais peu importe, et alors, t'entends une chose, tu la répètes ou tu la déformes? Du coup, elle l'a pas déformé puisque ça colle parfaitement avec ce que a dit. Elle déforme les choses, qu'est-ce qu'elle rentre dans une affaire de quoi? De famille? Mais- On a déjà assez d'emmerdes comme ça. Elle rentre pas dans une affaire de famille, elle a rien attisé du tout, elle a juste rapporté ce qu'elle a entendu. Elle n'a pas rapporté, elle n'a pas à la rapporter quoi que ce soit. Elle doit se taire. Elle doit suivre, si elle vient et c'est tout, elle n'a rien à dire. Bah dans ces cas-là, aussi, alors elle doit se taire. Tout le monde doit se taire. Tout le monde doit se taire. Tout le monde. Mais ça n'a pas de sens. Je parle de son de cloche, mais quand on a une version, on entend une version, on entend une version, on l'écoute, on l'imprime, et on s'arrange pour aller entendre l'autre son de cloche. Bah du coup, c'est ce qui s'est passé. M'a donné une version, me l'a confirmé, et tu dis que elle répète. Bah là, c'est clairement ce qui s'est passé. Par exemple, juste sur le sujet du cercueil. M'a dit quelque chose. De mes yeux, j'ai vu que mon père, il est retourné à la mosquée, et derrière, il y a vient de me confirmer que oui, elle a dit le corps, il rentre pas à la maison, il faut préserver. Donc là, j'ai eu 2 sons de cloche et j'ai confirmé. Toi, tu me dis quelque chose qui a encore rien à voir. Les chambres, elles étaient prises. Donc oui, je veux bien entendre plusieurs sons de cloche. Là, j'en ai déjà 2 qui concordent. Écoute, je sais pas quoi dire. Toi, tu as ton interprétation des choses. J'ai eu une autre version, la version qui disait qu'il fallait préserver la maman, qu'elle ne pouvait pas voir ça, qu'elle n'était pas apte. De toute façon, tout ce qu'ils ont fait était dans le but de préserver leur mère. C'est pour ça qu'elle a pris l'avion avant même que son fils soit mis dans un cercueil. C'est pour ça qu'elle ne l'a pas vu mort. C'était pour la préserver, c'était pour lui éviter de souffrir. C'est la décision qu'ils ont prise en tout cas. Quand j'ai assisté à ça, quand j'ai vu qu'ils refusaient l'accès à la maison, au cercueil de mon père, spirituellement, j'ai pris ça dans un sens très large et je me suis dit, mais ils le rejettent. Ils l'ont toujours rejeté et il les a rejetés également. Nous, quand on était petite avec mon père, on campait à la plage. Mon père, il préférait dormir sur une tente dans le sable plutôt que d'aller chez ses parents. J'ai mis des années à le comprendre, mon père. J'ai mis des années à comprendre pourquoi il avait la haine comme ça contre sa famille. Et aujourd'hui, j'ai tout compris. Donc ils ont refusé le corps de mon père. On a fait demi-tour et il a été déposé à la mosquée comme convenu. J'ai demandé à Dieu pourquoi est-ce qu'il s'était passé ça. Pourquoi ? Normalement, il aurait pu tout simplement aller à la mosquée. J'aurais jamais eu besoin de voir que mon père a été refusé alors même qu'il était mort. Et non, parce que Dieu est grand. Et toute cette histoire, elle m'a été révélée pour que je voie réellement qui vous êtes, ce que vous faites. Je veux jamais que vous oubliez ce que vous avez fait, ce que vous m'avez fait à moi et ce que vous avez fait à mon père, votre propre frère. On a laissé mon père à la mosquée et on est rentré dormir chez Madame Lambert. Il était déjà 5h du matin. Ça a été extrêmement éprouvant et j'ai été réveillée par des voix qui parlaient fort et donc je me suis réveillée en sursaut pour comprendre ce qui se passait et en fait c'était Lawar qui, de France, essayait de nous contacter, on dormait tous, essayait de nous contacter pour dire qu'à la mosquée ils attendaient quelqu'un, que personne ne s'était présenté. Où est Calimero? Pourquoi c'est pas lui qui s'en occupe? Calimero, il m'a dit, le jour où mon père il est mort, je vais venir, je vais m'occuper de tout. On va tout faire correctement. Donc moi j'avais confiance en lui, je me suis occupée de tout l'administratif. Je me suis occupée du rapatriement. Une fois qu'on est sur place, logiquement, c'est lui qui prend le relais. Eh ben non. Calimero il dort. Il est fatigué parce qu'il est rentré à 5h du matin. Il n'y avait pas besoin de se précipiter et tout. Bah ils ont demandé quelqu'un... Et même, moi je trouve que, ne serait-ce que pour mon père, qu'il soit pas tout seul, qu'il y ait un membre de la famille, c'est important. Mais où? Comment? Mais pourquoi? Bah ils ont appelé déjà, nous on a été au cimetière en courant, on est arrivé à la même heure que toi, on a dormi aussi peu que toi. Pourquoi ils m'ont pas appelé moi? Pourquoi personne m'a appelé? Bah il t'a appelé Lawar? Bah oui. Mais pourquoi il m'appelle depuis Paris? Il me dit, il y a quelqu'un qui m'appelle, il veut pas me dire qui, il me dit, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me casse la tête au téléphone et qui me dit, il pue,
il a fait une odeur et tout, ça se dit pas, c'est pas juste. Mais c'est quoi ce truc, c'est choquant. On ne pouvait pas Et le du coup, savoir, si le t'as- cercueil il était fermé, en plus il puait pas du tout, il sentait bon le muscle. Non mais écoute Sarah, c'est ça qu'il me dit. Moi je suis sorti de mon lit, je me suis habillé parce que je dis mais c'est grave, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il y a quelqu'un qui m'appelle depuis là-bas, ils sont près du corps, le corps il pue et tout, etc. Il faut vite l'enterrer maintenant. Je lui dis mais on l'enterre pas comme ça avant la salade. Je lui dis on va prier dessus à 13h et on va l'enterrer. J'ai jamais vu ça moi, on l'enterre avant le truc. Il me dit, Bah ouais, à ce faut moment-là, l'enterrer. il faut que tu ailles voir ce qui se passe, parce qu'en plus c'était même pas vrai. Mon frère, il est là-bas à Paris, et il arrête pas de m'appeler, il arrête pas de me dire qu'il y a quelqu'un. Il me dit, mais c'est qui cette personne qui l'appelle? Il dit, nous, on n'appelle personne. Nous, on n'a rien demandé à personne. Il me dit, reste tranquille, à 13h, tu viens, on va prier, on va l'enterrer. Tout est OK. On a tout réglé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus, ça? Bah je sais pas. Je vais pas faire un problème là où il y en a pas. Être présent, bah pour moi c'est un problème parce que finalement moi quand j'y suis allée effectivement il y avait quelque chose à faire. On lui a dit que tout était bon, que tout était sous contrôle. Il s'est dit qu'il pouvait se reposer puis qu'il se lèverait pour aller à la prière. Moi quand j'entends ça, qu'est-ce que je fais? Je me lave, j'enfile une robe, un foulard et je cours. Avec mon épaule, on court au cimetière. Si vous n'êtes pas musulman, vous ne comprendrez pas, mais chez nous les femmes n'assistent pas aux enterrements. Chez nous, les femmes ne rentrent pas dans le cimetière. C'est interdit de base. On s'est précipité, on est arrivé avec des voiles mis approximativement, parce qu'en fait, ils avaient creusé la tombe de mon père pour accueillir un cercueil, et moi, j'ai insisté pour que mon père soit enterré sans son cercueil. Donc il fallait recreuser une tranchée. Ils attendaient simplement un aval de la famille, ils attendaient simplement quelqu'un qui soit présent pour superviser tout ça, ce qui est logique. Donc quand ils nous ont vus arriver, certains hommes ont quitté le cimetière. Tellement c'était choquant. Et une fois qu'on a fini au cimetière, que j'ai vérifié que la tranchée était bien creusée, la personne qui s'occupe des enterrements au Maroc, celui qui gère la mosquée, m'a demandé d'ouvrir le cercueil. Il fallait ouvrir le cercueil. Effectivement, il m'a demandé pour savoir s'il y avait une odeur. Il ne savait pas depuis combien de temps mon père était décédé. On est arrivé au cimetière, il fallait voir la tranchée qu'ils ont creusée. J'ai ouvert moi-même le cercueil. Mais pourquoi tu as fait tout ça? Je te dis que le Moukaddem, il s'est chargé de tout. Bah parce que j'estime que c'est à quelqu'un de la famille de le faire. Donc le mec il m'a demandé de venir ouvrir le cercueil, je l'ai fait. Des choses qui n'étaient pas de ma responsabilité, j'avais pas du tout à gérer tout ça. J'ai ouvert le cercueil de mon père. Voilà, s'il y avait personne pour le faire. Donc je suis rentrée, j'oublierai jamais. Je suis rentrée dans cette pièce, là où on avait déposé mon père la veille, et souvenez-vous que moi le cercueil je l'ai fermé, en France, le jour de la levée du corps. Donc je sais exactement comment il s'ouvre, puisque j'étais là, j'y ai assisté. C'est pour ça que Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Je savais déjà comment l'ouvrir. J'ai demandé un tournevis et j'ai commencé à ouvrir le cercueil. Et là, il y avait une dizaine d'hommes autour de moi. Il y avait mon épaule qui était juste là à côté de moi, 2 femmes, qui n'avaient absolument rien à faire là. Et à un moment, j'ai commencé à dévisser le cercueil et je pleurais. Je commençais à dévisser le cercueil et il y a un homme qui m'a mis sa main sur mon épaule et qui m'a dit « Donne-moi le tournevis, donne-moi, je vais le faire, c'est pas à toi de le faire, pars !» Et là, en fait, c'est comme s'il m'avait réveillée et remis dans l'espace-temps. Je l'ai regardé, je les ai tous regardés, je leur ai demandé de sortir. Je leur ai dit que j'allais m'en occuper, j'allais m'occuper de mon père jusqu'au bout. Pourquoi toi tu m'as pas appelé? Tu étais là à côté, tu aurais pu venir. Même pas m'appeler, tu aurais pu venir aussi. Mais attends. Ouais. Le jour où mon père il est mort, tu m'as dit je serai là, je vais m'occuper de tout, je vais tout gérer. Finalement, moi, il faut aussi comprendre à un moment donné que moi je perds mon père et que je suis en deuil. Et que mon père, je suis... Même en sortant de l'aéroport, tu nous as pas accompagnés pour vérifier que c'était lui, c'est moi qui dois ouvrir à chaque fois, vérifier est-ce que c'est le corps de mon père, est-ce que c'est si. J'ai vu que de toute façon, c'était à moi de m'occuper des choses, c'est moi qui me suis occupée de tout, et jusqu'au moment où il a fallu y aller, faire des choses que moi-même je comprends même pas ce qu'ils me disent, je parle même pas le shlaha, pourtant j'y suis allée, et effectivement il avait besoin de quelqu'un. Dans tous les cas, j'estime que c'était le jour de l'enterrement de mon père, et qu'il y aurait dû y avoir quelqu'un là-bas, ne serait-ce que pour superviser, même si tu leur fais confiance, même s'ils font ça tous les jours et toute l'année, c'est mon père, c'était ton frère, c'est quelqu'un de notre famille, on devrait superviser toutes ces choses-là, on devrait être là pour l'accompagner, qu'il soit pas seul avec des gens. Sarah, c'est ton avis, c'est ton interprétation des choses, mais c'est pas comme ça que ça se passe malheureusement. Je suis désolé. Et pourtant, c'est comme ça que ça s'est passé et c'est moi qui ai ouvert le cercueil. La réalité, elle est là. Parce que peut-être tu es submergé par les émotions, etc., ce que je peux comprendre. Parce que c'est normal, tu as vécu des choses difficiles et tout. Et oui. Je te l'accorde, il n'y a pas de problème par rapport à tout ça. Mais c'est pas la première personne qu'on enterre malheureusement. C'est pas la première fois qu'on fait ça. On a l'habitude. Ça s'est passé comme ça pour d'autres gens avant. Et ça se passera toujours comme ça et c'est comme ça. Donc j'ai commencé à ouvrir le cercueil, je dévissais les boulons. En fait, je sortais les vis et mon épaule qui était là avec moi les enlevait au fur et à mesure. Et on a ouvert le cercueil de papa et il était tellement beau. Mais tellement beau. On était mercredi.
Ça faisait 1 semaine jour pour jour qu'il était mort et il sentait une odeur de musc. Son sourire, entre le jour où on a fait la levée du corps et l'enterrement, il s'était agrandi, ses dents sortaient, il souriait, il était mais apaisé. Il était beau, on aurait dit qu'il avait rajeuni. Il n'avait plus aucune ride, il avait un teint éclatant. Et je suis restée 2 heures à le regarder, à lui parler. J'ai essayé de l'embrasser, mais j'avais beaucoup de mal avec le fait que son corps soit froid. Vous savez, j'avais besoin de me souvenir de la sensation d'embrasser mon père avec ses petites joues qui rebondissaient. Et là, c'était froid, c'était plus difficile. Donc je l'embrassais sur son linceul, je mettais le petit drap et je lui faisais des bisous. Et mon épaule qui était là aussi, qui a considéré mon père comme le sien, qui était très attaché à son tonton. Et j'ai conscience, je te remercie aujourd'hui d'avoir été là pour moi. J'ai conscience que je t'ai imposé des choses qui sont trop difficiles pour toi. J'ai conscience de t'avoir demandé de faire des efforts pour moi, de m'accompagner dans des moments qui t'ont toi aussi traumatisé. Et je te remercie pour ça, tu seras récompensé. Parce qu'il n'y a personne d'autre sur cette planète qui a passé 2 heures au-dessus du cercueil de mon père avec moi, si ce n'est toi. Et tu seras récompensé pour ça. Donc on a passé un moment incroyable. Je me souviens que la fenêtre était ouverte, il faisait super beau ce jour-là. Il faisait beau au Maroc. Pourtant on était en plein mois de décembre et il y avait une atmosphère tellement apaisante. On a passé un moment exceptionnel avec mon père. Et puis après est arrivée l'heure de l'enterrement et malheureusement comme on n'a pas le droit d'y assister, j'ai attendu sur la colline juste en face du cimetière et je les ai regardés transporter mon père et le mettre en terre. Et une fois qu'ils ont terminé, j'ai couru et j'ai été me recueillir sur sa tombe. Mon père, il a fait construire une maison au Maroc. Vous vous souvenez, je vous ai dit quand on était petite, on campait sur la plage. Quand mon grand-père est décédé, il a hérité d'un bout de terrain et il y a fait construire sa maison. Dans cette maison vit un gardien qui était hyper proche de mon père, qui passait tout son temps avec lui. Et avant lui, c'était son grand frère. Donc c'est vraiment un rôle qu'ils ont eu du plus grand au plus petit. Ce gardien-là possède les clés de la maison et vit dedans le reste de l'année. Le lendemain de l'enterrement, ils l'ont appelé. Donc il me semble que c'est Calimero. Il m'a dit que Calimero l'avait appelé en lui demandant les clés de la maison. En lui demandant de les récupérer, qu'il fallait qu'il lui rende et qu'il fallait qu'il lui ramène immédiatement les clés. Le gardien a simplement répondu qu'il ne les avait pas, que c'était mon oncle Lawar qui les avait, mon oncle Lawar étant resté en France. C'était faux. Le gardien avait bien les clés. Mon père a été au Maroc l'été dernier. Juste avant qu'il retombe malade, il a passé 1 semaine là-bas et il a donné comme consigne à son gardien, si jamais il m'arrive quelque chose, tu donnes la clé à Sarah. Personne d'autre. Donc loyal qu'il est, et voulant honorer la mémoire d'un défunt et surtout ses dernières volontés, il savait déjà en fait, parce qu'il connaît les personnages, il connaît les spécimens. On sait qui vous êtes, surtout ne vous méprenez pas. Mon père, avant de mourir, lui a donné comme consigne, s'il m'arrive quelque chose, les clés, c'est pour Sarah. Pourquoi vous essayez de récupérer cette maison? Le lendemain de son enterrement. Revenons-en à la peste. Je lui ai envoyé un message, on était tous au Maroc. Calimero était au courant pour l'argent. Il savait que la peste possédait une grosse somme d'argent qui appartenait à mon père. Et il m'avait dit, ne t'inquiète pas, tu ne seras pas lésé. Encore une promesse en l'air. J'ai fait un groupe à 3 avec Calimero et la peste, histoire qu'il y ait un témoin dedans. Et je lui ai dit, je ne cherche pas les problèmes, je veux juste récupérer l'argent de mon père. Est-ce que tu peux t'en occuper s'il te plaît? Elle m'a répondu. Elle a dit qu'elle avait pris l'argent de mon père et qu'elle s'était étouffée avec. Elle m'a dit que elle me reniait de cette famille, que je n'en faisais plus partie, qu'il valait mieux que je ne réclame pas d'argent puisque j'avais des dettes envers eux, que je n'avais pas été capable de payer un seul mouton pour mon père et que je leur devais beaucoup d'argent. Et ben moi, quand on me renie de la famille, on me dit que je dois beaucoup d'argent, que j'ai pas été capable de faire une sadaqa pour mon père, que je l'ai tué pour récupérer son héritage. Qui t'a dit ça, Sarah? Qui t'a dit ça? J'ai les messages, je te les ai tous envoyés, je t'ai mis dans la conversation, tu as tout vu. Non, j'ai pas lu ça, moi. Écoute, je t'ai tout envoyé pourtant. Ça me dépasse pas ce genre de choses, moi. Voilà. Ce genre de choses, ça me dépasse. Parce que je suis un homme, je suis pas une femme. J'ai pas, moi, le commérage et tout, ça me concerne pas, ça me regarde pas. Bien sûr, tu m'as simplement dit que maintenant, tu étais comme un responsable de moi étant donné que j'ai plus mon père. Et alors, à ce moment-là, t'aurais dû me protéger. Tu en fais qu'à ta tête aussi. Tu te remets jamais en question. Tu es là, tu penses que toi, t'as la science infuse et que t'es sûr de toi. Pas du tout. C'est aussi un problème, hein. C'est aussi problématique. Mais je t'écoute, à quel moment est-ce que j'ai agi comme ça?
Non, mais moi, je veux pas rentrer dans les détails. Je vais pas. Moi, ça Bah non, mais m'intéresse pas. tu me donnes un conseil, Globalement. je le reçois, tu dis que je me remets Non, pas en non, je question. parle généralement et globalement. Je parle en gros. Je peux pas rentrer dans les détails. Il m'a dit ça, elle m'a dit ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je m'en fous, moi, ça m'est égal, hein, tu vois. Mais quel est le rapport avec le fait que j'ai la science infuse? Ben, parce que c'est un peu ça que tu dis. C'est un peu, toi, t'as raison sur toute la ligne. Mais je te parle de choses factuelles, des messages. Voilà, elle m'a écrit ça par message. Pourquoi j'ai la science infuse? Je vais vous le dire honnêtement, l'argent, je m'en fous. C'est de la faute de mon père. Il l'a laissé à sa sœur, il lui a fait confiance, il l'a mis à son nom. Juridiquement, j'ai rien pour me retourner et franchement, l'argent, moi, ça me fait pas bander. Voilà. Parce que vous, ça vous excite là, depuis le début, vous voulez savoir il y a combien, il y a combien, il a combien. Vous avez tous posé la question. Comme si vous aviez jamais vu d'argent. Je m'inquiète pas, moi, pour l'argent. Si vous avez volé parce que ça reste une supposition, j'en ai pas les preuves. Mais ça m'a été confirmé par plusieurs personnes. J'ai rien perdu. J'ai rien perdu. J'ai trop confiance en Dieu. We trust in God. Voilà. Apprenez l'anglais un peu. Ici, nous, on fait confiance. Peut-être on prie pas, peut-être on n'est pas parfait dans notre religion. Mais en tout cas, nous, on sait se comporter. Il y a certains péchés que vous faites, notamment celui-là. C'est trop grave, laissez-moi. Je préfère ma vie. Je préfère mes petits péchés de débauche. Je préfère mes petits péchés à moi plutôt que les vôtres. Je vous dis la vérité. Franchement, j'aimerais pas être à votre place. Enfin, bref. Donc, supposons qu'elle ait volé de l'argent ou pas. Franchement, je m'en fiche. Régale-toi avec, ma grosse. Donc, j'ai laissé tomber. J'ai même pas envie de me battre pour ça, franchement. Aux yeux de Dieu, l'argent, ça n'a pas de valeur. Ça vaut rien, c'est que les humains qui ont donné la valeur à l'argent. Moi, je venais de mettre mon père sous terre. Il était juste là à côté. Je passais mes journées, le matin j'allais le voir, je lui disais bonjour, voilà ce que j'ai fait hier. Attends, je reviens, je vais manger. J'allais manger, je revenais, je lui disais papa, j'ai été manger des œufs, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi j'étais dans un délire. J'étais dans un délire complet. Donc les histoires d'argent, de maison, de machin, ça me passe au-dessus. Je sais que dans tous les cas, vous n'aurez pas gain de cause. Dieu ne vous laissera pas faire. J'ai tellement invoqué contre vous. J'ai tellement prié avec une doua de l'opprimé au max que c'est sûr que vous allez jamais vous en sortir. Jamais. J'ai imploré le Seigneur de me soulager et de me rendre justice. Je suis pas de nature vindicative. Je suis même pas de nature haineuse à la base. J'ai jamais vécu avec la haine dans mon cœur. Et grâce à vous, maintenant, je sais ce que c'est. Parce que s'il y a bien une chose que je ressens à votre égard, c'est de la haine. Pour finir de m'achever et pour finir de me calomnier, Calimero a lancé la rumeur selon laquelle je l'aurais séparé de son frère Lawar, avec qui il s'entendait très bien, de qui il était extrêmement proche, et que j'ai menti à son sujet et que j'ai monté la tête de Lawar contre lui, et donc, de par ma faute, ils ne se parlent plus. Alors là, j'ai halluciné. Mais j'ai halluciné. Lawar, mais à quelle heure il t'a parlé, Lawar? À quelle heure? Quel jour? Est-ce que tu avais son numéro même avant? Tu mens. Écoutez ce qu'il a dit. Tu as des choses à me reprocher. Tu m'as reproché des choses et moi, je suis le premier à être dans l'affaire et je suis pas au courant. Pourquoi t'as pas pris ton téléphone pour me le dire ou pourquoi tu me l'as pas dit directement là-bas sur place? Bah parce que... Tu l'as dit à lui. Voir la Wari, regarde, j'étais bien avec mon frère, on est revenu. Moi, j'étais bien, j'ai jamais eu de soucis avec la Wari aussi. Et maintenant, on est en embrouille. On s'est pris la tête hier, on s'est insulté, on s'est envoyé des audios fâchés. Là, j'ai l'impression que tu veux remettre ça sur ma responsabilité, ce qui n'est pas le cas. Il t'en veut aussi pour certaines choses, je pense, dans votre relation à vous, et moi, j'ai rien à voir avec ça. Non, il m'en veut pas pour la relation qu'on a ensemble, il m'en veut pour ces choses-là. Avant ça, il m'appelait, on discutait et tout, il y avait pas de problème. On s'appelait pas tous les jours et tout, on n'a pas été boire un café ensemble, mais on n'avait aucun souci. Il m'a appelé pour me reprocher ces choses-là. Ah ouais? Sans vouloir me dire qui c'était. Ouais. Il m'a dit, voilà, vous avez pas fait ci, vous avez pas fait ça, vous avez pas fait ça, alors moi, faut plus me parler, là. Tu vois, voilà ce qu'il m'a dit. Et moi, je trouve pas ça juste, je trouve pas ça correct. Tu vois? Bah, nous aussi, il y a plein de choses qu'on trouve pas justes et correctes. Pourquoi tu as appelé mon frère Lawar et t'as été lui dire ça et ça et me mettre en froid avec lui? Mais attends, mais tu m'accuses de quelque chose que je n'ai jamais fait. Non, Il a été en froid avec toi le jour où il t'a appelé. Bien de sa bouche, c'est clair, c'est la réalité, ça. Le frère, c'est pas juste, tu vois. Je vais vous mettre la réponse de Lawar à ça, parce que je vais pas me permettre de répondre à sa place. Salut Sarah, tu vas bien? Bah écoute, j'ai reçu ton message qui m'a bien fait rire d'ailleurs. Alors, pour te répondre, écoute, je sais pas quelle est cette fable, comme quoi moi et mon frère, on aurait des relations amicales, qu'on s'appellerait.
au téléphone. Donc je peux te dire que tout ça n'est que mensonge, rêve, affabulation, je sais pas, appelle ça comme tu veux. Mais écoute, moi depuis le fameux jour où soi-disant j'aurais tapé ma mère, enfin toutes les conneries qui peuvent s'assimiler à ça, aucune nouvelle, rien. Silence radio comme on dit. Va pas penser que c'est toi qui aurais foutu la merde entre nous, puisque il y avait pas d'entre nous, d'accord? Il y avait rien, ok? Juste après cette fameuse journée où j'aurais tapé ma mère, je n'ai vu personne, ni avant d'ailleurs, même avant je ne voyais personne, c'est simple. Va pas t'inquiéter pour ça, ce n'est que des mensonges. Je n'ai jamais eu de relation, de près ou de loin d'ailleurs, ok? Qu'une truc entre moi et lui, tu vois, il y a rien du tout, il y a jamais rien eu d'ailleurs. Va pas t'inquiéter de ça, c'est que des mensonges. Qui peut croire ça, hein? Bon, à part les girouettes, ça, elles peuvent croire, peuvent retourner leur veste, peuvent faire ce qu'elles veulent. Mais moi, de mon côté, c'est même pas la peine. Ça, c'est un gros mensonge, comment on peut dire ça? Qu'il avait des relations avec moi, qu'il m'appelait, qu'on s'appelait. C'est pas vrai. On a commencé, moi j'ai eu son numéro seulement à la mort de notre pauvre frère. Voilà, mon pauvre frère. C'est tout. Sinon, j'avais même pas leur numéro. J'avais rien. Combien de fois j'ai été pour leur demander de parler avec eux, ils ont jamais accepté. Et là, du jour au lendemain, on aurait été amis. Donc, laisse tomber, quoi. Que du faux, que du blabla, comme d'hab. Et puis, je vais te dire, moi, ça me dérange pas. Je vais te dire, je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai quitté cette secte. Voilà, pour tout te dire. Donc voilà, je te réponds. Il va pas te mettre martel en tête. Que du faux, je te dis. Du bidon. D'accord? Je lui ai proposé plusieurs fois de venir, de me parler, s'il voulait. Moi, je suis ouvert à tout. Moi, je rejette pas les gens. Ils viennent, ils frappent à ma porte. On discute, on va boire un café. Mais non, il n'y a jamais eu ça. Donc après, le dire qu'on allait boire de café ou qu'on se parlait au téléphone, c'est faux. On s'est parlé au téléphone à la mort de ton père, quand il s'est passé l'histoire à la Genèse. C'est tout. Ok? Donc te fous pas la tête en vrac par rapport à ça. Donc, putain, mais franchement, tu sais comme les gens disent I'm shocking. J'ai été choqué d'apprendre ce qu'ils ont osé faire. Tu te rends compte, mon pauvre père, l'Aïrmo, hein, que Dieu ait son âme, il a bataillé pour construire cette maison. Il disait toujours ce sera pour mes enfants. Il était tout le temps en train de faire ça, de réparer, de faire. Et eux n'acceptent pas le corps de leur frère en prétextant une soi-disant pas de place. On ferme la porte. Je sais pas si tout ça est vrai, mais tu te rends compte. Mais qui peut faire des choses pareilles? Oh putain, mais ça m'a carrément, je me suis dit putain, mais à ce point-là, surtout, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que Mimoun, il s'était rabiboché avec eux, il retournait les voir. Moi, je me rappelle, on traînait ensemble, il me disait, oui, bah, il me disait que du bien, en fait. Et regarde, tu vois, comme quoi, et la façon dont ils s'en sont pris à toi, quoi. Mais c'est fou. Tu viens de perdre ton père, il est même pas encore dans son cercueil, que on t'a cassé du sucre sur le dos, mais de toutes les manières, hein. Tout ce qu'on a pu dire, tout ce que j'entends. Après, c'est des trucs, mais ils sont capables, je suis sûr. C'est des mots qu'on entend, que des gens répètent, mais ça m'étonnerait même pas. Mais c'est fou, quoi, c'est dingue, ça m'a tué. Franchement, je me suis dit, putain, mon pauvre père doit se retourner dans sa tombe en voyant ça. Comment on peut dire non, le cercueil ne rentrera pas ici? Mais c'est fou, quoi. Putain, ouais, j'arrive pas à comprendre. Bon, enfin, j'espère que tu tiens le coup. Mais bon, t'es forte, t'es assez forte. Tu, tu arrives à encaisser, tu encaisses bien, t'es pas sonné. Mais bon, voilà quoi, pour te dire que, voilà, après ça, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux dire? Qui peut se comporter comme ça? J'arrive pas à piger. Franchement, c'est grave. Donc pour tous ceux qui le croient, quand il m'accuse de l'avoir séparé de son frère, soit on vous a lobotomisé, vous savez plus réfléchir correctement, soit vous êtes des hypocrites, tout autant que lui. Que quelqu'un ici vienne me dire que Lawar et Calimero, ils étaient proches. Même toi, Calimero, réveille-toi, t'es responsable tout seul, il va falloir arrêter de me charger. En fait, je vais vous poser une question claire. Vous cherchez quoi avec moi? En fait, vous voulez quoi? C'est quoi que vous voulez? Tu me connais pas, vous me connaissez pas, vous savez pas qui je suis la fille de mon père. Mon père, il vous a jamais calculé. Mon père, à chaque fois qu'il appuie, vous a fait la guerre. Mon père, il vous connaissait et il savait quel type de personne vous étiez. Tout ça, ça s'accumule. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. T'as bien parlé là. T'as bien parlé. C'est de l'accumulation. Oui, c'est ça, t'as raison. T'as pas tort. Je peux comprendre ça. Ce que tu dis, c'est juste pour moi. Parce que il y a une fracture dans la famille, on t'a pas connu, il y a pas eu de... ton père lui-même, il a coupé les liens de parenté, il était pas avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. Il y a eu tous ces problèmes-là. Tu vois, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu parles plus aux gens pendant 15, 20 ans, ça crée un fossé et ça crée d'énormes soucis. Ça fait des dégâts, tu vois.
On peut pas non plus, tu vois. Mais ça reste notre frère. On l'aimait, on avait l'amour pour lui. Peu importe comment il était. Et moi, j'estime, et je te le dis, je te le répète, Allah, qu'Allah, il l'aime. Et je te dis que malgré tout ce qu'il faisait sur terre et malgré tous ses péchés, peu importe, moi, ça ne me regarde pas. Mais je trouve qu'Allah, il a facilité beaucoup de choses. Allah. Parce Et c'est qu'il pour ça était un que- père exceptionnel et parce qu'il n'a pas fait que des péchés dans sa vie. Il savait exactement qui vous étiez et pourquoi il ne devait pas vous faire confiance. Et il a eu raison, vous l'avez refusé mort. Ça va jamais passer, jamais oublier. Donc même toi, Calimero, quand tu racontes ça, il faut que tu saches que tu mens. Soit tu le sais, ça me rassure et tu essayes uniquement de me calomnier, soit tu es mythomane, tu crois à tes propres mensonges, et là, c'est un petit peu plus compliqué. Avancez en étant sûr d'une chose, c'est que je ne vous pardonnerai jamais. Jamais j'oublierai ce que vous m'avez fait. Si j'ai bien compris votre but, c'est de m'exclure, de me renier de la famille, comme la peste l'a dit, de trouver des raisons pour détester Sarah. Mais moi, je vais vous faciliter les choses. Vous avez même pas besoin de me détester, je vous calcule même pas. Est-ce que vous m'avez entendu vous appeler pour vous demander quelque chose? Est-ce que quelqu'un s'est soucié de moi depuis? Parce que Calimero, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu que Madame Lambert, elle avait pris mon parti parce que Madame Lambert, elle était d'accord avec moi. Elle a vu que ce qu'ont fait ses frères et sœurs, c'était pas normal. Elle n'était pas d'accord avec ce qui s'est passé. Et Calimero, il l'a appelé. C'est pour ça qu'il s'appelle Calimero, parce qu'il appelle pour pleurer. Sarah, elle m'a séparée de Lawar. Sarah, elle a monté la tête à Lawar. Malheureusement, Madame Lambert a pris son parti et a décidé de le croire. Un jour, elle m'a appelé en me disant, c'est pas bien ce que tu fais, hein. Tu essayes de séparer deux frères. Carrément, ça me choque. Ça me choque qu'on puisse croire ça. Ils se parlent même pas. Ils se sont jamais parlé. De quoi on m'accuse là exactement? Si vous cherchez des raisons de me détester, vraiment, vous n'en avez pas besoin. Je vais pas vous calculer. Par contre, laissez-moi tranquille. Vraiment, laissez-moi tranquille. Moi, je vous ai rien demandé. Je vous demande plus rien. Je veux que vous me laissiez vivre en paix. Aujourd'hui, je suis venue pour rétablir la vérité, pour dire ce qu'il en est réellement, de ce que vous avez réellement fait. J'ai vécu une oppression, mais une oppression si intense, je me suis sentie rejetée seule au monde, orpheline, mise à la porte, tout le monde m'a tourné le dos pour une chose que je n'ai pas faite. Grâce à vous, aujourd'hui, je connais la haine. Je sais ce que c'est. Vous m'avez appris. Et malheureusement, vous savez, dans la vie, tout se paye. Et quand j'ai vu le retour de flamme qui a commencé à arriver, j'ai eu de la peine. Le point sur lequel on ne s'est pas suffisamment attardé, c'est que ils ont empêché leur mère de voir leur fils mort. Leur mère a craqué. Elle a eu un choc émotionnel. Un jour, une de mes tantes, que je n'ai pas citée dans cette histoire, m'a appelée et elle m'a dit, c'est vrai, ce jour-là, on n'avait même pas l'impression que c'était un enterrement. On était juste à la maison, comme ça, le corps n'est pas sorti de la maison. Bah, la faute à qui? Et de là, elle a balancé sa sœur. Bah oui, c'est la peste, je sais pas pourquoi, elle a dit qu'il fallait pas ramener le corps, c'était tellement triste. Du coup, en voulant préserver votre mère, vous l'avez rendue folle, parce que vous avez décidé à sa place qu'elle n'avait pas le droit de voir son fils mort. Et si elle avait des choses à lui dire? Vous êtes qui pour faire ça? En tout cas, quand j'ai entendu ça, je me suis rendu compte que c'est vrai que ce qui s'est passé, c'était pas normal. Ça le prouve encore aujourd'hui. Je suis vraiment désolée pour ma grand-mère parce que ça me fait de la peine, j'imagine, sa douleur. Elle l'a même pas vu. Moi, je l'ai vu à la mosquée avant qu'on l'enterre, en France. Je l'ai vu plusieurs fois mort, j'ai eu le temps de lui parler et même malgré ça, j'ai du mal à réaliser. Imaginez-vous elle. Elle a rien vu, elle sait rien et on lui a administré des médicaments pour maîtriser ses humeurs. Donc elle était même pas en contact avec la réalité. Elle s'est réveillée et son fils, il était mort, quoi. Enterré, voilà. J'espère que vous êtes fiers de vous. J'ai pas grand-chose à rajouter, j'ai fait le tour. On m'a accusé de beaucoup de choses. On m'a accusé d'avoir tué mon père, de l'avoir jeté à l'hôpital, de ne vouloir que son argent, de ne jamais m'être occupée de lui. En attendant, dans toutes les personnes que je vous ai citées, j'en ai pas vu un seul enlever sa canule, la nettoyer, lui remettre, lui faire un soin pendant qu'il était à l'hôpital ou quand il était à la maison. J'ai vu personne. Donc vous êtes bon à parler avec des grandes bouches, mais le quart de ce que j'ai fait, vous êtes incapable de le faire. À l'heure actuelle, je sais qui je suis. Je n'ai rien à prouver. Et si vous n'aviez pas agi comme ça, j'aurais pas eu besoin de me travestir sur les réseaux sociaux, de montrer mon père dans ses pires moments, et dans les miens aussi. Mais j'avais besoin de rétablir la vérité. Il faut que quelqu'un vous arrête. Vous avez besoin d'être arrêté. Vous mentez trop. C'est trop grave. Moi, en tout cas, sachez que je vais jamais vous laisser continuer à parler sur moi. Je ne vais jamais lâcher. Jamais. Donc le mieux,
c'est qu'on s'arrête là. J'ai changé de numéro, je veux plus de nouvelles de personne. Calimero, il m'avait dit t'inquiète pas pour l'argent, je vais me renseigner, on te fournira toutes les preuves bancaires, tu sauras, on va demander, et puis comme ça on sera sûr. Bon, venant de lui, je m'attends à rien. De toute façon, je ne veux plus rien de personne. J'ai Lawar avec moi, c'est comme mon père. Aujourd'hui, il est devenu mon père. Que Dieu te préserve, tonton. Que Dieu te garde pour les coups de fil tous les jours, pour prendre de mes nouvelles, pour me soutenir. J'espère que t'es fier de moi, tonton, parce que ça, je le fais aussi pour toi, parce que tu mérites qu'on rétablisse la vérité, parce que tu n'es pas quelqu'un de mauvais et que tu n'as jamais levé la main sur ta mère. T'as été victime de tes frères et sœurs. Même vous avez pas honte? Des grandes personnes, des adultes. Au pire, si votre mère, elle s'est racontée l'histoire d'une certaine manière, on sait, des fois, les parents, ils abusent un peu. Ouais, il m'a frappé, elle en rajoute, ok. Mais vous avez de la conscience, vous étiez là en plus, vous avez vu que c'était pas vrai. Est-ce que quelqu'un l'a soutenu? Est-ce que quelqu'un a pris son parti? Non. Encore une fois, vous suivez le clan. Parce que sans le clan, vous n'êtes rien. Si on vous prend individuellement, ça donne rien. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'être en meute. Nous, on est fort tout seul. Lawar, il a laissé tomber, il a subi, il a supporté pendant des années sans se plaindre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important que je remette les choses au clair. Pour tout le monde. C'était la fin de la partie 2. L'histoire, elle continue parce que derrière moi, j'ai d'autres combats à mener. Comme je vous ai dit, des choses à faire pour rendre hommage à mon père. Ça continuera, je continuerai à vous raconter ce que j'ai fait. J'ai construit des puits pour lui, j'ai planté un arbre. Je vous raconterai toutes les démarches que j'ai entreprises pour le rendre fier de moi. Et je vous raconterai mon dernier voyage au Maroc et le road trip que j'ai fait pour le rendre fier. Je vous raconterai tout ça. J'espère que vous avez compris. Je suis désolée pour toutes les personnes qui trouvent que c'est trop personnel et tout. Désolée, je comprends. Moi aussi, j'aurais aimé éviter. Mais malheureusement, des fois dans la vie, on peut pas se taire. On peut pas tout accepter comme ça. Merci encore pour le soutien, les commentaires, les likes, tout. Franchement, je vois tout. Merci. Sur TikTok, j'ai reçu tellement de prières, de gentillesse, de DM, de commentaires, de messages sur mes posts. Vraiment, merci beaucoup. Sachez que vous faites mieux que ma propre famille. Enfin, que la famille de mon père. Parce que moi, ma seule famille aujourd'hui, c'est mon oncle. Voilà, et c'est suffisant. On privilégie la qualité, pas la quantité. Je vous dis à bientôt pour la suite.